question « Sommes-nous libres ou bien aliénés ?» avec Renaud Etier, qui vient de faire paraître l'année dernière un livre justement sur la liberté qui s'appelle « La liberté à corps perdu », qui va servir de base à cet entretien. Oui, bien sûr. Pardon. Voilà, donc je reprends. Donc nous allons nous entretenir sur la question « Sommes-nous libres ou bien aliénés ?» avec Renaud Etier, qui a publié un livre l'année dernière autour de la liberté qui s'appelle « La liberté à corps perdu » et qui va servir de base à cet entretien. D'abord, quelques mots pour vous présenter. Vous avez d'abord été instituteur, puis professeur des écoles pendant 20 ans, et cette fréquentation de l'enfance a vraiment nourri vos recherches, on y reviendra. Et vous avez ensuite soutenu une thèse en sciences de l'éducation qui vous a conduit à devenir enseignant-chercheur, et vous êtes toujours enseignant-chercheur dans ce domaine à l'Université catholique de l'Ouest. Donc vous avez mené de nombreuses recherches sur l'éducation, en prise avec les enjeux de notre époque, et notamment le rapport au numérique et la crise aujourd'hui écologique à l'époque de l'Anthropocène. Ce thème de l'Anthropocène est depuis quelque temps au cœur de votre travail. Il a donné lieu à votre précédent ouvrage sur l'humanité contre l'Anthropocène et au livre que vous allez faire paraître au mois d'avril sur Penser l'éducation à l'époque de l'Anthropocène, qui est sorti. D'accord. Je l'ai appris. Ah ben très bien. Et entre les deux, donc, vous avez consacré un ouvrage à la liberté à corps perdu. Donc la place de cet ouvrage entre ces deux livres sur l'Anthropocène montre bien qu'il ne s'agit pas du tout d'une réflexion abstraite sur la liberté, mais d'une réflexion qui est vraiment ancrée dans notre époque et dans la crise que nous traversons, et crise qui nous contraint à repenser ce que peut signifier être libre aujourd'hui sur Terre. Alors je vais commencer par résumer un peu peut-être les idées principales de votre ouvrage sur la liberté, pour, à partir de là, vous poser quelques questions qui vous inviteront à développer ces idées. Et ensuite, voilà, le public sera invité à continuer cet entretien s'il le souhaite, en posant lui aussi des questions. Alors, nous croyons être plus libres que jamais, nous, citoyens privilégiés des démocraties libérales, qui nous sommes libérés de la soumission à la nature, de l'obscurantisme, de la domination politique, des carcans familiaux, sociaux, du poids des traditions. Pour peu que nous en ayons les moyens, et notamment financiers, et grâce au développement du capitalisme et du numérique, nous pensons pouvoir jouir d'une liberté quasi absolue, qui nous permet d'accéder à tout le temps, dans l'ivresse d'une indépendance et d'une puissance que l'on rêve sans limite. Mais cette liberté est-elle bien réelle? N'est-elle pas une nouvelle forme d'aliénation, d'autant plus puissante qu'elle ne prend plus la forme d'une contrainte et d'une violence qui nous font souffrir et qui pourraient susciter notre révolte, mais celle d'une régression qui nous enferme d'un côté dans une dépendance affective qui peut nous faire perdre jusqu'au goût même de la liberté, et de l'autre côté dans une jouissance consumériste qui nous isole, en coupant les liens à notre propre corps, aux autres, à une solidarité collective et à la terre, pourtant sans lesquelles l'existence n'a plus ni fondement ni sens. Telle est la question essentielle, vitale même aujourd'hui, que vous nous invitez à affronter dans votre ouvrage « La liberté à corps perdu ». À l'âge de l'Anthropocène, thème de votre précédent ouvrage donc, et de celui qui vient de paraître, il devient plus que jamais crucial de nous interroger sur ce que signifie réellement être libre et sur le sens que l'on peut donner aujourd'hui à cette quête de liberté. Dans cet ouvrage, vous montrez avec force qu'elle ne peut plus être une recherche effrénée de jouissance, libérée de tout lien, mais qu'elle doit au contraire reconnaître les dépendances qui nous constituent pour tisser les relations qui soutiennent notre liberté au lieu de l'aliéner. Alors pour commencer, première question, pourquoi, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, contrairement à la conception libérale moderne d'une liberté pensée comme indépendance, qui structure vraiment notre pensée aujourd'hui, pourquoi vous affirmez qu'il est essentiel de partir de la reconnaissance de nos dépendances pour comprendre réellement ce que signifie être libre? Alors, merci
tout d'abord. Merci beaucoup pour cette présentation et puis cette invitation à la réflexion partagée. Alors, il me semble qu'en fait, il y a un travail de refoulement du réel, d'un certain réel, qui est celui de nos dépendances, de la dépendance de toute personne humaine étant caractérisée en tant qu'être vivant par de la vulnérabilité. Vulnérabilité, j'ai envie de dire, au carré pour un humain, puisqu'il y a une vulnérabilité biologique, bien sûr, comme pour tout animal, comme pour toute forme de vie, mais il y a aussi une vulnérabilité psychique, et qui, en fait, est souvent insuffisamment prise en considération. Donc, nous venons d'une tradition qui a été longtemps patriarcale, voire parfois viriliste, dans laquelle, au fond, une mauvaise interprétation de l'idéal de l'autonomie a consisté précisément à refouler la réalité de nos dépendances à tous les âges de la vie et dans toutes les situations. Tout durant l'enfance, nous ne pouvons survivre que parce que d'autres nous soutiennent. À chaque fois que nous sommes malades, quand nous vieillissons, et Dieu sait si c'est une question aujourd'hui, nous avons besoin d'aide. Quand nous sommes accidentés, quand nous sommes menacés, affaiblis, toujours nous avons besoin d'aide. Et donc, il n'y a pas d'un côté des personnes malades, dépendantes, handicapées, et puis de l'autre des personnes parfaitement autonomes. Ça n'a pas de sens. Même le prototype de l'individu présumé autonome, c'est-à-dire le jeune mâle trader qui marche sur l'eau, il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui fasse la cuisine pour lui, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, etc. Voilà, donc tout un chacun, en tant qu'humain, est dépendant. Mais de plus, il y a quelque chose qui se produit à nouveau frais, sans précédent, c'est cette anthropocène. Alors, au cas où, même si le mot et maintenant, je pense, le concept sont passés dans le langage courant, mais l'anthropocène, c'est donc l'hypothèse d'un âge qui succéderait à l'Holocène, l'âge géologique de l'Holocène, et l'Anthropocène, donc d'anthropos l'humain, qui serait caractérisé par le fait que ce sont désormais les activités humaines qui déterminent l'évolution géologique du système Terre, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, nos activités déposent des particules, des déchets partout, y compris sur la banquise, au sommet des montagnes, au fond des océans. Donc, en fait, c'est avec le dérèglement du système Terre, c'est ce que signifie le terme anthropocène. Donc, avec l'anthropocène, que se passe-t-il? Eh bien, la limite que nous n'avons pas voulu intérioriser, elle nous revient par l'extérieur. C'est-à-dire que le dérèglement et du coup la fragilisation des conditions d'habitabilité de la Terre nous reviennent vraiment comme un ressac, nous reviennent et nous signifient, non, vous ne pouvez pas indéfiniment produire et consommer comme s'il n'y avait aucune limite. Et on peut dire que c'est à la fois une malédiction et une opportunité. Une malédiction parce que effectivement la vie humaine en société est menacée d'ici quelques décennies. Bon, donc ça c'est pas du millénarisme, c'est vraiment sans précédent. Autrefois, on avait peur de l'apocalypse, mais c'était imaginaire. Là, on est face à du réel, appréhendé par des études scientifiques multiples et croisées. Et en même temps, c'est une opportunité, c'est-à-dire que, au fond, pour tout un chacun, enfant ou adulte, la question, c'est comment on va arriver à intérioriser les limites qui nous rendent humains et qui cessent, ces limites, de nous faire prendre pour des dieux, en quelque sorte, tout-puissants. Alors, normalement, l'éducation y pourvoit, bon, mais aujourd'hui, c'est pas simple. Et puis, peut-être que parfois, l'éducation, elle est débordée par la société qui promeut autre chose, qui propose autre chose. Et donc, en fait, là, on est dans une situation où on n'arrive pas à se limiter. On n'y arrive pas. On n'y arrive vraiment pas.
Et du coup, c'est le réel qui nous revient, qui va nous limiter, qui va nous dire sans nous le dire, mais qui va nous signifier qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne va pas être possible, quand bien même on continuerait de le souhaiter. Alors vous montrez très bien effectivement qu'on est dans un déni de la dépendance, c'est dans un refus des limites, mais en même temps vous montrez, et c'est toute la complexité du problème, et qui montre justement ce rapport et cette difficulté de faire la part entre la liberté et l'aliénation, vous montrez qu'on est dans une époque où on a tendance à faire aussi dépendre outre mesure. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut ni dénier la dépendance, ni faire trop dépendre, quand au contraire, on aurait besoin d'être plus libre, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on a cette tentation de faire dépendre outre mesure ? Oui, alors c'est l'aspect complémentaire du problème, et c'est bien que vous attiriez l'attention sur cette dimension. C'est-à-dire que là, on va dire que la première question, elle appelait pour moi une réponse, on va dire, d'ordre philosophique, anthropologique. La deuxième réponse, pour moi, elle va solliciter quelque chose qui est de l'ordre psychanalytique. Vous connaissez évidemment l'impact de Lacan en France en particulier, mais aussi dans d'autres pays. Lacan attirait beaucoup l'attention sur l'importance du père. Bon, donc je vais y revenir un petit peu parce que, en l'occurrence, ça s'y prête. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre du père ? Non pas une espèce d'autorité terrorisante comme elle a pu se produire il y a encore quelques décennies, c'est pas ça. Le père, c'est un tiers, en fait. Je le dis à ma manière, un tiers, et qui peut jouer le rôle de tiers dans la mesure, et seulement dans la mesure où il aime la personne avec laquelle il vit et qu'il a décidé de faire un foyer, et l'enfant ou les enfants. Cette position, elle va être essentielle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre à la mère d'avoir un autre espace pour elle que son seul rôle de mère, et ça va permettre à l'enfant de supporter ce tiers qui les sépare, dans la mesure où ce tiers qui les sépare, c'est aussi un tiers auquel il est attaché, avec qui il y a des liens positifs. C'est pas le diable, c'est pas un ennemi, c'est une autre personne aimante. Et c'est à cette condition de triangulation qu'un équilibre peut se faire. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? Pour le dire peut-être de manière un peu brute, je dirais qu'il n'y a plus de père, ou je ne sais même pas s'il n'y en a jamais eu, enfin en tout cas il n'y a pas de père, dans le sens où il y a de plus en plus d'hommes qui certes s'impliquent, qui changent les couches, qui donnent les biberons, etc. Mais tout ce que je recueille comme témoignage, et donc je circule pas mal, va toujours dans ce sens-là. C'est que, en fait, au fond, les pères font des sortes de mères bis, des mères en second, et donc qui sont juste un peu moins bonnes que les vraies mères, et qui, du coup, vont plutôt dans le sens, eux aussi, d'une surenchère maternante qui va faire qu'on va tout faire pour assurer la sécurité de l'enfant, pour prendre soin de lui et pour lui faire plaisir. Alors, quand je dis ça, on pourrait se dire, qu'est-ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas prendre soin de l'enfant, il ne faudrait pas lui assurer sa sécurité, il ne faudrait pas chercher à lui faire plaisir. Si, mais avec des limites. C'est-à-dire que la sécurité, elle ne doit pas être absolue. Rousseau, il y a déjà 250 ans, attirait notre attention là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, il vive aussi une vie, qu'il fasse des expériences, des vraies expériences. Dans son Émile, les enfants font des expériences qui sont parfois extrêmement dures. Et ça va les édifier. C'est ce qui va permettre que quelque chose s'ancre, quelque chose de réel, qui ne sont pas seulement des mots, des expériences, on pourrait dire émotionnelles très fortes, où l'enfant va perdre quelque chose et que du coup, ça va lui permettre d'intérioriser des limites. Et donc là, la situation où nous sommes, c'est qu'on tourne le dos à cette relation, comme on pourrait dire, cadrante à l'enfant. On est de plus en plus dans l'idée qu'il faut tout faire pour que l'enfant soit épanoui,
mais d'un certain épanouissement sur fond d'une société de consommation où il s'agit beaucoup de consommer, de faire plaisir par la consommation. Et du coup, quel est le mobile, en fait, de ce crime? Le mobile, c'est que les parents, beaucoup de parents, espèrent que plus ils vont céder au désir de l'enfant, plus ils vont s'en faire aimer. Et donc là, il y a une espèce de demande narcissique, au fond, qui piège complètement l'éducation, parce qu'à partir du moment où on ne dit plus jamais non, à partir du moment où on n'a pas d'espace pour soi, à partir du moment où on ne cesse d'accéder à la demande de toute puissance de l'enfant, il n'y a plus d'éducation. Et donc, du coup, ça crée ce que j'ai appelé une surdépendance ou une manière de faire dépendre qui est aussi fossoyeuse de liberté. Oui, alors vous venez de le montrer, vous attachez une importance vraiment particulière à l'enfance, puisque c'est là que naît cet élan vers la liberté, qui peut être aussi bien encouragé qu'étouffé. Vous venez d'évoquer les dangers d'un maternage excessif et d'un retrait du tiers qui permettrait justement d'éviter cette surprotection. Vous parlez aussi du rôle de l'école, qui, loin d'enseigner et d'éduquer cet élan vers la liberté, a plutôt tendance à enseigner la compétition et la maîtrise de l'abstraction, et loin de toute confrontation réelle à la liberté. Est-ce que vous pouvez développer cette responsabilité de l'école aussi? Oui, je crains que, en quelque sorte, on ne soit pas aidé. C'est-à-dire qu'on peut dire que, effectivement, l'école pourrait donner une deuxième chance. Je sais pas, il existe des écoles de la seconde chance, mais l'école devrait être une deuxième chance par rapport à la famille. C'était bien ce qui inspirait ses fondateurs, les fondateurs de l'école laïque, gratuite et obligatoire, de dire qu'au fond, les enfants ne devaient pas être condamnés par les conditions dans lesquelles ils vivaient dans leur famille, à une époque où, à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup d'ouvriers et de paysans, et où la reproduction était de mise. C'est-à-dire les enfants devaient faire ce que faisaient leurs parents, et d'ailleurs ils le faisaient dès l'enfance, souvent. Bon, donc pour, en quelque sorte, libérer les enfants, l'école était censée offrir une chance égale à tous. Alors, certes, à l'école, on ne vit pas la même chose que dans son foyer, parce qu'on est confronté à un collectif. Il y a donc une socialisation qui s'opère de facto, du fait qu'il faut faire de la place aux autres, il faut trouver sa place parmi les autres. Mais je crains que... Tout à coup, j'ai une image qui me vient en tête, c'est l'état dans lequel je trouve, moi, les étudiants quand je les accueille. Alors, mes premiers cours sont en licence 2, donc ce sont des personnes qui, du coup, ont une vingtaine d'années. Et je vois, enfin, c'est une interprétation, mais je vois les effets de l'école sur ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles se sont habituées à une très grande passivité. Et du coup, alors c'est pas un public embêtant en sciences de l'éducation, j'ai pas beaucoup de problèmes de discipline, mais très très peu de participation, très très peu d'implication. Il faut beaucoup aller chercher les étudiants, qui sont, ça vient confirmer ce que je vous disais, pratiquement toutes des étudiantes. Voilà, sur 110 étudiants, il y a 4 ou 5 garçons. C'est les proportions actuelles de l'engagement dans l'éducation, c'est qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, l'école, malheureusement, elle ressemble à ce que dénonçait Rousseau, c'est-à-dire qu'elle tombe beaucoup dans le verbiage, c'est beaucoup de langage, beaucoup de savoir formel, et je crains que ça participe d'une forme de désensibilisation. C'est-à-dire que, bon, j'espère ne pas passer pour quelqu'un de paranoïaque, mais j'ai le sentiment que tout converge, c'est-à-dire que nous allons, dans notre civilisation, par tous les chemins, par différents chemins en tout cas, nous allons vers toujours plus d'abstraction. Le numérique, c'est du virtuel, c'est pas du sensible. L'école, c'est beaucoup de savoir abstrait transmis formellement par le discours, etc. C'est pas du sensible. Et du coup, cette convergence qui fait que aujourd'hui, par exemple, un adolescent
passent à peu près en moyenne annualisée 3 heures par jour dans l'école et 6h40 devant les écrans. C'est les méta-analyses des recherches qui sont faites sur la question qui permettent d'arriver à ce résultat. C'est-à-dire que les adolescents passent 2 fois plus de temps devant un écran qu'à l'école, mais j'ai envie de dire que pour moi, c'est pas la même chose, mais ça pose le même problème, c'est-à-dire le fait d'être en quelque sorte extirpé de son corps, parce qu'à l'école, on est assis et on doit écouter. Et puis devant son écran, on est assis. Et puis on clavarde, on manipule sa souris, et tout ça est abstrait. Et je pense que nous ne pouvons pas éduquer aujourd'hui en Anthropocène avec les enjeux que ça représente, sans passer par une sensibilisation, un enracinement dans le vivant, dans le réseau du vivant, dans le tissu du vivant. On reviendra dans ce processus de virtualisation qui est pour vous relié à l'exploitation capitaliste, clairement, on va y revenir. Mais avant, une question sur, toujours dans les menaces qui pèsent sur la liberté, sur ce que vous appelez le refoulement du féminin et son pendant, le défoulement d'un désir de domination. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion ? Oui, alors il y a beaucoup d'études aujourd'hui. On est dans une époque où les choses sont en train de basculer. Alors beaucoup de dénonciations du patriarcat et beaucoup de revendications féminines, féministes. L'année dernière, il y avait un spectacle dans ma ville à Angers et c'était des femmes qui lisaient des textes littéraires et enfin certains allaient jusqu'à l'appel au meurtre des hommes. Ça va loin. Donc ça dit aussi quelque chose d'un peu dramatique et qui m'attriste énormément, qui est que, comme par un effet de balancier, la violence que les femmes ont subie est en train de repartir dans l'autre sens, vers une forme de séparatisme, où du coup, il y aurait derrière tout homme un meurtrier, un pédophile, un sadique, etc. Ce qui vaut pas mieux que l'idée que toute femme est, je sais pas quoi, enfin, je vous passe les mots. Bon. Donc, pour moi, en fait, la question, et de ce point de vue-là, je dirais que je suis un peu jungien, au sens de Carl Jung, autre référence en psychanalyse non freudienne, c'est-à-dire qu'on est, pour moi, toujours double, en fait. Double, mais c'est pas négatif, c'est-à-dire que nous avons en nous une part masculine, une part féminine, notamment parce que l'humanité est et féminine et masculine, et aussi notamment parce que la plupart d'entre nous venons d'un père et d'une mère. Et donc, en fait, alors, je ne veux pas naturaliser à l'excès, voilà, telle chose serait féminine, telle chose serait masculine. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que, parce que c'est toute une discussion, y a-t-il une nature féminine, une nature maternelle? Au-delà de ça, ce qu'on peut dire, c'est que la construction culturelle me semble avoir raffiné des traits chez chacun des sexes, en fait. Bon. Et du coup, effectivement, à force de culture, on est arrivé à des manifestations plutôt féminines, à des manifestations plutôt masculines. Et il me semble que ce que nous avons à gagner, c'est à lever le refoulement, parce qu'il n'y a pas de liberté dans le refoulement. Dans le refoulement, on est amputé d'une partie de soi-même, et puis on est dans une forme de violence contre soi-même. C'est ce qui va, par exemple, de façon caricaturale, s'exprimer dans l'homophobie, qui est en fait, c'est classique, mais on peut dire que la personne qui est homophobe refoule sa propre homosexualité. Je pense que nous sommes tous bisexuels et tous à la fois hétéros et homosexuels. Ensuite, ça se décide peut-être sur des événements, c'est-à-dire on rencontre quelqu'un. Et puis ce quelqu'un, c'est soit un homme, soit une femme. Et puis, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et puis ça décide finalement d'un certain destin. Mais
Le refoulement du féminin, c'est essentiellement, si je disais quelque chose de plus spécifique, le refoulement de ce qui a été cultivé spécialement par les femmes à travers les âges, c'est-à-dire une intelligence relationnelle. Et ça, je le dois à une psychologue américaine qui a été fondatrice de la philosophie du care, mais qui était psychologue, qui est Carol Gilligan, qui a montré que les femmes et les filles étaient particulièrement attentives à prendre soin des relations. Voilà, donc eh bien, ce soin que nous pouvons prendre des relations, c'est peut-être, pour le dire de façon symbolique, notre part féminine, et c'est ce refoulement-là qu'il faut qu'on lève pour accepter, non pas, comme on pourrait le dire de façon des fois un petit peu classique, sa fragilité, sa vulnérabilité qui serait censée être féminine, mais ce souci de la relation qui est aussi un souci de l'autre, et donc sortir de l'égocentrisme infantile et puéril du petit garçon qui a tout ce qu'il veut. Pour poursuivre dans ce sens et pour revenir à la question de la sensibilité, de la perte de sensibilité dont vous parliez juste avant, vous montrez très bien que les modes d'échange, de travail, de jouissance, de relations qui sont encouragés dans notre société ont tendance à nous couper d'une relation authentique avec notre corps entier et au corps entier de l'autre, d'où votre titre, La liberté à corps perdu. Est-ce que vous pouvez développer cette idée de la perte du rapport au corps entier et donc une expérience plutôt d'un corps approprié, morcelé, oui, instrumentalisé? Alors, c'est pas forcément la partie la plus simple, je ne sais pas. Comment vous l'avez appréhendé, vous, en tant que lectrice? Non, ça allait. C'était dans la continuité. Oui, ouais. J'ai voulu penser ça. Alors, ça me demande un effort, là, tout à coup, particulier. Je pense à la mythologie grecque et à Panthée, qui a déchiqueté sa mère, en fait, qui a été déchiqueté plutôt par sa mère et ses compagnes. Il y a, on va retrouver ça aussi dans certains contes, le risque toujours pour nous d'un démembrement. Et je crois que ce risque-là, c'est pas simplement un problème d'anthropophagie, de sauvagerie, etc., de pathologie, si ce n'est que c'est toute notre société qui est devenue pathologique dans le sens où, de plus en plus, on nous prend par un bout, et souvent par le petit bout, en fait. On vise beaucoup sous la ceinture, on cherche à nous faire jouir en nous remplissant de nourriture, en nous remplissant de certaines boissons. Voilà, on parle sans parler précisément à certaines de nos pulsions. Et je crois que, au fond, alors on pourrait dire qu'il faut s'en défendre intellectuellement, mais tout le monde n'a pas forcément les ressources intellectuelles, et je ne suis pas sûr que ce soit le fond du problème. Le fond du problème, c'est de résister en tant que personne entière avec son corps entier. Je fais un, je suis toute un. Et on ne peut pas me prendre par un petit bout, en fait. C'est ça qu'il faudrait apprendre. Alors vous savez qu'on apprend aux enfants aujourd'hui à dire que je suis une personne, que mon corps m'appartient, etc. Mais cette formule ne me satisfait pas complètement, parce que d'abord, c'est très difficile dans notre langue de le dire. Je n'ai pas de formulation satisfaisante, mais quand je dis « mon corps m'appartient », c'est comme si je disais « cette bouteille m'appartient », comme si c'était un objet qui m'était extérieur. La langue nous trahit. Et puis, au fond, pour moi, mon corps ne m'appartient pas, parce que ça n'est pas quelque chose qui peut être approprié. En fait, c'est ça que je veux dire. Mais, et c'est là le fond de ma pensée, ce corps que même moi, je ne peux pas m'approprier, plus encore, ou moins encore, quiconque ne peut se l'approprier. Notre corps est inappropriable, comme devrait l'être la Terre elle-même, inappropriable, au sens où ce qui crée la possibilité de la vie, mais aussi de la vie en société, mais aussi de la vie psychique, c'est de disposer d'un espace où personne n'empiète, en fait, au nom de rien du tout, y compris au nom de l'amour.
il n'y a pas d'amour qui justifie un empiètement sur l'espace de l'autre, non plus qu'il n'y a de justification au saccage de la terre. Pour moi, en fait, on va retrouver ça, qui est d'ailleurs présent chez les écoféministes, qui joignent les deux causes, c'est-à-dire l'appropriation du corps féminin va avec l'appropriation de la terre dans le capitalisme. Voilà. Bah justement, c'était le sens de ma question suivante. Tout ça nous mène à une critique radicale du capitalisme que vous avez sans doute menée depuis longtemps, mais sur laquelle vous insistez dans le livre précédent, L'humanité contre l'Anthropocène, où vous montrez très bien que, à travers son exploitation de l'individu extrêmement perverse, le capitalisme pervertit le sens même de la liberté, en nous faisant croire que finalement la liberté, c'est la liberté individuelle extrême, de l'indépendance, de la déliaison, de la jouissance, et à laquelle il est extrêmement difficile de résister parce que le capitalisme nous fait régresser, justement à travers cette idée de la jouissance. Est-ce que vous pouvez préciser ? Oui, alors tout d'abord, je dois dire que c'est de Alain Beer que je tiens cette inspiration d'un capitalisme très primitif, c'est-à-dire dès le XVe siècle, en tant que système capitaliste, qui est un système, dit-il, d'expropriation. Donc c'est pas rien. Dès le XVe siècle, avec des comptoirs, et puis évidemment avec la conquête de l'Amérique, qui s'est soldée par les catastrophes humanitaires et écologiques que vous savez, expropriation. Ce mot est très important à mes yeux parce que je pense que ce à quoi on est arrivé, c'est à l'expropriation de l'humain de lui-même. Nous sommes en quelque sorte délogés de nous-mêmes en même temps que nous avons été délogés de notre terre et délogés de nos cultures vernaculaires. Et donc ce système, qui est bien un système, aboutit à une aliénation qui, d'un certain point de vue, ne cesse de rebondir. Alors, Karl Marx, au XIXe siècle, prenait note de cette aliénation qui faisait que, dans la journée de travail de 14 heures, il y avait un double abrutissement. D'abord dans des tâches répétitives dont on ne voyait jamais la finalité, et puis évidemment dans l'épuisement du travail, qui du coup se compensait, notamment dans la boisson, pour un certain nombre d'ouvriers. Du coup, l'aliénation était toujours redoublée puisque les ouvriers n'étaient pas en position de renverser leurs conditions du fait que, exténués, ils avaient besoin de compenser dans des formes de jouissance. Et je crois que là où nous en sommes, au fond, nous n'avons jamais été aussi libres. C'est vrai que si on est loin de l'esclavage, on est loin du servage, on est loin des journées de 14 heures dans la mine ou à l'usine, etc. Mais nous n'avons jamais été aussi aliénés au sens où nous avons maintenant, a priori, complètement intériorisé les réquisites du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'intériorisation est tellement forte qu'il n'y a plus besoin de contremaître. On s'exploite soi-même, c'est ce que dit le philosophe Hahn, allemand, dans le sens où, en fait, on va tout seul se remettre au travail, à traiter ses courriels le soir, on va emmener du travail à la maison, on va faire tout seul des journées très longues, et puis plus on monte en compétences, plus c'est vrai, ce phénomène d'auto-exploitation. Et puis, au fond, quand on peut se détendre, qu'est-ce qu'on va faire ? Une nouvelle fois, ce que le capitalisme attend de nous, on va consommer, 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 aussi bien des objets que de la culture ou des voyages, toutes choses qui participent à la fois à l'enrichissement de quelques-uns et à la dévastation de la planète. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure la virtualisation de nos existences, le fait que nous sommes de moins en moins sensibles et reliés à la fois à notre corps, aux autres, à la Terre. Vous parlez d'aspirations outre-terrestres et pour contrecarrer ces aspirations, vous évoquiez dans votre précédent livre sur l'humanité contre l'Anthropocène le besoin de restaurer nos forces psychiques et spirituelles. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous Oui, alors c'est vrai que les livres, je les ai pensés de façon complémentaire, c'est-à-dire que dans l'humanité contre l'Anthropocène, l'idée c'est comment reconstruire des forces individuelles.
Et puis dans la liberté à corps perdu, c'est comment se réinscrire dans des relations. Donc, enfin, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, d'un certain point de vue. Bon. Alors, il me semble que le système capitaliste nous vide, nous a vidé, nous vide. Ça nous vide, mais au sens de la vacuité. Ça nous met dans une situation de vacuité. J'emploie ce mot-là parce que je vais donner un autre sens au mot vide, au concept de vide. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, le travail nous exténue, dans le sens où, je le répète, on n'est peut-être plus à pousser des wagons au fond d'une mine pour la plupart d'entre nous, mais un certain nombre d'emplois exigent un tel niveau de compétence, d'attention, de responsabilité, que la charge mentale est très forte et que ça nous exténue. Et puis, après, on se vide dans des formes de consommation où, au fond, on n'est plus du tout en position, qu'on pourrait dire, ni de partage, ni de créativité. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout aborder, mais c'est des choses qui me semblent importantes, le partage et la créativité. Et donc, dans cette disposition des choses, il me semble que ce que nous devons faire, c'est sortir de cette alternative où soit nous travaillons, soit nous consommons les compensations que le système pour lequel nous travaillons produit pour faire du profit. Bon. Et du coup, ça passe pour moi par deux reconstructions, une reconstruction spirituelle et une reconstruction psychique. Alors, spirituelle, pour moi, ne désigne aucune doctrine en particulier. C'est plutôt une manière de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Et pour moi, en fait, ça n'est possible que par l'expérience du vide. C'est pour ça que je disais vacuité vide. Une certaine expérience du vide où on ne me met pas tout de suite devant un écran, on ne me remplit pas tout de suite de nourriture, on ne me distrait pas sans arrêt, je ne suis pas sans arrêt occupé. Je pense évidemment à l'enfance, mais pas que. Et du coup, dans un certain vide, des choses vont se manifester. Tout à coup, on va faire attention. On va faire attention aux couleurs, aux plantes, à la lumière, parce que on a fait du vide. On va faire attention à ses voisins, on va faire attention aux petites choses, peut-être une colonne de fourmis qui passe là-bas et que seuls les enfants voient. Donc, se manifeste une présence, ce qui va permettre de cultiver une certaine qualité d'attention. Et à partir du moment où on devient attentif, comme le suggérait la philosophe Simone Weil, c'est tout un monde qui se donne à contempler, à admirer, etc. Du coup, on se nourrit de l'attention au monde sans avoir besoin de consommer en permanence. Du point de vue psychique, ça s'inscrit un peu en parallèle. Pour moi, ce qui est important de faire, c'est l'expérience de la solitude. La solitude n'est pas l'isolement. Distinction comme pour vide et vacuité. L'isolement, c'est ce qu'on subit, et il y a plus de 10 millions de personnes qui souffrent d'isolement en France aujourd'hui, ce qui est énorme. La solitude, c'est la possibilité d'être avec soi-même, tout en faisant vivre ses relations au-dedans de soi-même. C'est-à-dire mes relations, j'y pense, je fais parler les personnes que j'aime, je les écoute dans mon esprit, je me demande ce qu'elles me diraient, je pense aux souvenirs partagés, je suis habité par les autres dans la solitude. C'est là que je sais qui est important pour moi. Et dans cette expérience de la solitude, je vais pouvoir aussi développer ma créativité. C'est spécialement important dans l'enfance, où on a tendance aujourd'hui à tout le temps occuper l'enfant avec des objets déjà produits, souvent de façon industrielle, ce n'est pas seulement des écrans d'ailleurs, alors qu'en laissant l'enfant seul, que va-t-il faire ? Il va créer à partir de ce qu'il trouve, et son imagination est sans limite. Alors une dernière question peut-être avant de laisser la parole au public, justement pour revenir à cette liberté authentique dont vous parlez, peut-être peut-on revenir sur le rapport aux limites et sur la nécessité de contenir. Vous utilisez ce verbe soutenir et contenir, c'est-à-dire à la fois se sentir contenu et en même temps se contenir, et de la même façon se sentir soutenu pour soutenir nos forces et puis la terre et ce qu'il y a autour de nous qui a besoin de nous. Est-ce que vous pouvez
revenir. Oui, je crois qu'une conception abstraite qui est en fait viriliste de l'autonomie laisse entendre que on peut, par le travail de la raison, alors c'est une certaine interprétation d'Emmanuel Kant, mais par le travail de la raison, être toujours dans la régulation de soi, de son comportement, de ses actions, etc. Et que, du coup, d'un certain point de vue, on se suffit à soi-même. Bon, alors, cette philosophie déontologique, on pourrait dire, où en fait la raison donne les motifs de son action, fournit les motifs de son action, elle est contestée par les éthiciennes du Caire, notamment, dont j'ai parlé tout à l'heure, et je citerai cette fois-ci Johan Tronto, qui a particulièrement théorisé notre condition d'être vulnérable et dépendant en relation. Alors, pour moi, je vais peut-être me concentrer d'abord sur l'enfant. La liberté de l'enfant, elle n'est possible qu'à la condition où il est suffisamment contenu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'enfant n'est libre ni s'il est abandonné à ses pulsions, ni s'il est abandonné à la société de consommation qui est véritablement prédatrice et, j'ai envie de dire, se comporte de façon obscène vis-à-vis de l'enfant en essayant d'en faire tout de suite, sans tarder, un consommateur, en formant le goût quand il se forme pour avoir des consommateurs pour toute la vie. Là, je trouve que le législateur est très en retard sur la protection de l'enfance en la matière. Donc, contenir l'enfant, c'est lui permettre de mettre à égale distance les pulsions et la société de consommation, sachant que la société de consommation excite les pulsions. Donc, c'est un jeu vraiment délétère. Et que la contenance, c'est pas la terreur, la contenance. La contenance, c'est le calme, c'est la capacité à dire, la capacité à donner des limites en manifestant que soi-même déjà on les respecte, ne serait-ce qu'en ne s'énervant pas. Ce que je vois, parce que je donne des conférences souvent à des parents d'élèves, c'est que beaucoup de parents d'élèves vivent dans une forme, parents d'enfants du coup, vivent dans une forme d'hystérie en fait, c'est-à-dire ils laissent faire et puis ça devient insupportable, donc ils piquent des crises épouvantables et puis du coup c'est très dur à vivre, alors du coup ils laissent faire de nouveau et ainsi de suite. La contenance, c'est de trouver une position médiane dans laquelle on est là, on est présent, on a un cadre qu'on pose et qu'on tient, qui se discute, qui s'aménage au fur et à mesure de la maturation de l'enfant, mais qui va permettre finalement de donner à l'enfant une certaine sécurité. Et donc, c'est à l'intérieur de ce cadre suffisamment contenant, suffisamment sécure, que par ailleurs, complémentairement, il va falloir aussi que l'enfant soit stimulé, parce qu'un enfant qui n'est pas stimulé ne devient pas, en fait, l'humain qu'il pourrait devenir. Vous connaissez toutes et tous certainement l'histoire de Victor de l'Aveyron, que François Truffaut a porté au cinéma, dans L'Enfant. Donc, en fait, il était dans une situation très régressée, et tous les efforts du docteur Jean Itard n'ont pas suffi pour vraiment le faire progresser. Et il est mort très jeune, dans des conditions assez misérables. Donc, nous devons soutenir cet élan de vie, on en parlait ce midi, cet élan de vie formidable qui est vraiment extraordinaire chez l'enfant, mais qui peut complètement s'effondrer dans, par exemple, ce qu'on appelle le phénomène de l'hospitalisme, où ce qu'on voit, c'est que quand on ne fait que laver, nourrir un enfant, il dépérit, et parfois même il meurt. Un enfant, il a besoin de plus que ça. Il a besoin qu'on voit en lui ce qu'il peut devenir. Et c'est assez remarquable la façon dont on s'adresse, dans les bons cas, à un enfant comme s'il pouvait tout comprendre. Et comme par hasard, quand on s'adresse à un enfant comme s'il pouvait tout comprendre, oui, il comprend tout. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour prolonger la discussion ? Oui, bonsoir. Nous avons commencé à parler beaucoup d'anthropocène et finalement,
on a beaucoup extrapolé le capitalisme. Alors pourquoi avoir choisi le terme anthropocène et pas capitalocène? Oui, justement. Oui, j'ai beaucoup hésité. Et c'est une discussion que j'ai aussi avec mon collègue et ami Nathanaël Wallenhorst. J'ai la chance de l'avoir pour collègue et c'est un auteur prolifique qui a beaucoup écrit sur l'Anthropocène, les savoirs de l'Anthropocène, l'éducation en Anthropocène. Et en fait, dans mon livre, très rapidement, bon, je vais être honnête, hein, très rapidement, j'évoque beaucoup plus le capitalocène que l'Anthropocène. Mais vous me pardonnerez, du moins je l'espère, des fois, pour qu'un livre soit frappant, il faut lui trouver un titre, et donc il y a toute une négociation avec l'éditeur, etc. Et l'Anthropocène, même si ça ne parle pas à tout le monde, ça s'est quand même un petit peu imposé dans le sens commun. C'est ce phénomène qui désigne donc la transformation du système Terre par les activités humaines, et qui finalement est devenu plus large que le terme de capitalocène qui, moi, techniquement, intellectuellement me satisfait davantage, mais qui ne s'est pas, en fait, qui n'a pas circulé avec le même succès que le terme anthropocène. Donc voilà, c'est une petite raison, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur la disparition du père dans l'éducation de l'enfant. Je me suis posé la question si on ne peut pas aussi penser que ce rôle de tierce, il peut être aussi rempli par la mère, parce que la mère peut aussi avoir une certaine forme d'autorité et d'arrachement de l'enfant à sa relation avec ses parents de manière générale. Ce n'est pas obligatoirement le père qui doit remplir ce rôle et la mère qui doit materner, et ça se passe chez beaucoup de parents aussi dans ce sens. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que bon, des fois, peut-être que je vais un peu trop vite, puis que c'était pas le sujet central. Mais si j'y reviens avec plus d'attention et plus de détails, le père, c'est une figure symbolique et il y a des mères. Et idéalement, une bonne mère, une mère suffisamment bonne pour le dire comme Donald Winnicott, c'est une mère qui est aussi un père, dans le sens où c'est la même chose que pour notre part féminine, notre part masculine. En fait, nous devons être habités à la fois par de la maternité et du paternage. Maternage, paternage, ça va mieux ensemble, dans le sens où au fond, ce sont des symboles que nous devons intérioriser. C'est-à-dire, il y a un symbole du soin qui est plus du côté de la mère, ne serait-ce que parce que biologiquement, elle porte l'enfant et elle peut le nourrir avec son propre corps. Et puis, le père, c'est celui qui n'est pas tout de suite originellement dans ce lien extrêmement fort, ce qui ne garantit rien, mais qui est quand même extrêmement fort. Bon. Or, ce père qui donc est davantage en position d'extériorité et qui de ce fait peut jouer un rôle plus ou moins de séparation, idéalement, la mère doit en intérioriser le symbole, comme le père doit en intérioriser le symbole maternel. Et donc, le père doit pouvoir prendre soin de son enfant. Ça ne vient absolument pas oblitérer son rôle propre, et la mère doit pouvoir dire non aussi. La mère doit pouvoir dire non. D'ailleurs, ce que disaient Lacan et Dolto, c'était un peu de cet ordre-là. Elle disait qu'en fait, alors chez Lacan, c'est le nom du père, c'est-à-dire que le père qui sait, c'est celui dont parle la mère, c'est celui qui est présent dans le discours de la mère. Et ce que je crois important aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'acceptation de nos limites et d'un certain style démocratique. La meilleure réponse que nous ayons à faire à un enfant qui nous demande quelque chose, c'est de dire attends un peu, je vais en parler avec ton père, avec ta mère. Voilà. Et de lui signifier par là que d'abord l'autre existe et que la relation parfois fusionnelle à l'enfant, elle va
devoir s'inscrire dans ce triangle, et d'autre part, je ne suis pas tout puissant. Moi-même, même si je suis très puissant en tant que parent et que je peux jouir de ma puissance devant l'enfant, eh bien, je prends quand même la vie de l'autre, je dépends de l'autre et je reconnais que je dépends de l'autre. Donc ça va être vrai notamment chez les couples homosexuels où de toute façon il va bien falloir, enfin il faut bien qu'on se distribue les rôles et que parfois on puisse les jouer en alternance. Il est tout à fait possible qu'un père ait une relation fusionnelle avec ses enfants et que la mère doive jouer le rôle de séparatrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors... Oui, alors vous nous avez parlé des comportements typiquement masculins et féminins, et aussi de l'orientation sexuelle. Et vous nous avez même dit que on devenait homosexuel ou hétérosexuel sur le simple fait d'une rencontre, mais vous niez le rôle de la biologie là-dedans, ou simplement vous ne l'avez pas mentionné? Ouais, je me rends compte que je me suis un peu aventuré. Ça, c'est bien moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle, je laisse parfois aller une certaine spontanéité, et du coup, ça m'arrive régulièrement que de prendre des risques comme ça en disant des choses qui ne sont pas forcément centrales dans mon propos, mais qui me reviennent. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est vrai que, bon, moi... ma sensibilité, au départ, elle est plutôt matérialiste. J'ai lu des auteurs marxistes très tôt dans ma vie d'adulte. Et donc, j'ai un peu de mal avec l'idée de la biologie. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Certainement hein, que pour certaines personnes ça a du sens, mais moi je suis beaucoup plus, entre la psychanalyse et le marxisme, je suis beaucoup plus sensible à l'idée qu'on va vivre une histoire subjective qui va nous sensibiliser à quelque chose. Alors je dis pas que tout un chacun en fait est totalement dans l'hésitation, peut-être qu'il y a une disposition, oui, mais je reste persuadé que c'est une construction subjective comme toute autre chose. C'est-à-dire pour moi vraiment l'humain c'est un être d'histoire et de culture et que la biologie, je pense que la biologie s'inscrit dans cette histoire plus que l'histoire ne s'inscrit dans la biologie en fait. Voilà, mais bon, je ne suis pas un spécialiste de la question non plus. Hein. Il y avait une autre question devant. Oui. Ah, j'en ai une ici. Ah, oui. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé de l'école, oui. Étant donné que l'école, vous disiez, peut remplacer ou prolonger la famille, ou au moins compenser les failles de la famille, quoi. Hein. Et force est de constater que l'école a peut-être un peu failli dans cette mission. La preuve, vous dites que les étudiants qui arrivent en licence 2, etc., sont complètement passifs, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des consommateurs de connaissances. Alors pourquoi? Je pense que vous avez dit aussi que le législateur était en retard, et je pense que par rapport à la formation des enseignants, oui. Effectivement, il y a un retard considérable par rapport à la sexualité, par exemple. On sait que l'éducation sexuelle est entrée à l'école, mais qui l'a fait, comment on l'a fait, etc. C'est un trou noir, quoi. Alors, pourquoi il y a ce retard? Moi, je pense qu'il y a... Alors, c'est peut-être très français, au moins occidental, très français, peut-être, hein, dans la formation des enseignants. À la fois, nous ne connaissons pas l'apprenant qui est en face de nous. On ne sait pas ce qu'on peut lui enseigner à quel âge, à tel âge ou à tel autre âge. Et puis d'autre part, les enseignants français sont plutôt des spécialistes, mais encore des spécialistes très particuliers, c'est qu'ils connaissent les connaissances de leur discipline, mais ils ne connaissent pas l'histoire de leur discipline, ni non plus les concepts que l'on peut apprendre à un âge donné et pas à un autre âge, etc. Donc je pense qu'il y a un très très gros problème sur... la formation des enseignants. En France, il n'y a toujours pas de faculté de pédagogie. Bon, il y a bien sûr des facultés des sciences de l'éducation, mais c'est un petit peu à part de la formation des maîtres, de la formation de préparation de concours, etc. Les choses sont très séparées, quoi. Je voudrais avoir votre réflexion sur cette question. Merci.
Oui, disons que je ne vais pas partir dans des considérations générales, je vais juste dire ce que je fais. C'est-à-dire que maintenant, je ne suis plus instituteur, je suis, d'un certain point de vue, formateur de futurs professeurs des écoles, parce que les étudiantes qui font les sciences de l'éducation vont ensuite entrer en master métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Donc c'est les enseignantes de demain. Et j'ai créé des cours, outre le cours de philosophie de l'éducation, des cours qui sont tous tournés vers des objets culturels. J'ai un cours sur les contes, je leur apprends à compter, un cours sur les albums de littérature de jeunesse, un cours sur les séries télévisées. Voilà ce que je leur propose. Et l'idée, c'est vraiment de faire un pas de côté pour sortir d'une idée que l'enseignant est là pour transmettre des savoirs et ouvrir la possibilité d'un espace triangulaire dans lequel l'enseignant est beaucoup plus un passeur de culture et doit permettre, en proposant des objets culturels de valeur, de finalement créer du désir. C'est ça la plus grande préoccupation. J'avais été très frappé quand j'étais instituteur. J'avais au début de carrière un CE2, CM1, CM2 en zone d'éducation prioritaire. Et c'était très difficile à bien des égards. Et puis un jour, j'étais à côté d'un de mes élèves en CE2. Je faisais beaucoup d'expressions écrites parce que l'écrit était très très difficultueux. Et puis alors j'essayais de l'encourager et puis ça venait pas quoi. Alors je dis qu'est-ce qui se passe? Et il me dit j'aime pas lire et j'aime pas écrire. Et c'est ce qui m'a fait ensuite choisir la maternelle en me disant je vais remonter à la source. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à l'école pour qu'un enfant de CE2 n'aime ni lire ni écrire? C'est-à-dire qu'en fond, il signifiait que l'école l'avait dégoûté de lire et d'écrire. Et donc, il me semble qu'il est vraiment important comme le suggérait Bernard Stiegler notamment, en évoquant beaucoup la libido, il est vraiment important, prioritaire pour moi aujourd'hui, de ramener de la vie et du désir dans la scène éducative, parce que sinon, en fait, on peut avoir la paix, hein, c'est possible. Voilà, mais c'est la paix des morts, en fait. Il ne se passe rien. Et du coup, s'il ne se passe rien, ça ne sert à rien. En fait. Il restait une question devant. Oui. Moi, justement, je voulais avoir un petit peu votre vision d'avenir. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous pensez que le capitalisme finira par faire de nous une humanité sans cerveau, vide, ou alors il va avoir un sursaut de quelques-uns, ou oui, qu'est-ce qui peut se passer quoi? Parce que là, on est un peu... Alors c'est une très vaste question. Hein. Je pense tout à coup à Dany Robert Dufour et à son livre remarquable qui s'appelle « Baise ton prochain ». Et dans lequel il montre qu'il y a une partie de la population minoritaire qui est profondément perverse et qui n'est pas dans la socialité, mais c'est un certain nombre de dirigeants qui, en fait, jouissent de l'extorsion, de l'expropriation, etc. Donc pour moi... comme pour tout problème complexe, il faut des stratégies à plusieurs volants, en fait. Hein. Ça peut pas être l'éducation va nous en sortir, etc. C'est pas simple. Ça peut pas être simple. Pour moi, il y a trois choses. Je vais essayer de le dire assez vite. La première, c'est que comme on va dans le mur, on va sentir le mur. De toute façon, ça va nous arrêter. C'est sûr. Quand on va se retrouver avec des déficits de production agricole du fait des sécheresses et des canicules, il va bien falloir se calmer sur la consommation. Là, le réel va nous rattraper. La deuxième chose, c'est que, au fond, on est dans un frémissement actuellement, mais on peut aussi s'attendre à une réaction démocratique, voire à une insurrection contre une confiscation du pouvoir à des fins de profit. Et puis la troisième chose, moi je crois beaucoup, non pas seulement
dans le miracle de la natalité, comme le disait Hannah Arendt, mais dans ce que peut devenir un enfant quand on le respecte et qu'on le stimule. Et j'ai eu des enfants, on a élevé avec ma compagne 5 enfants d'une famille recomposée, et puis j'ai maintenant une petite fille. Donc ça me donne aussi un recul personnel par rapport à une histoire de vie. Et ce que je vois, c'est que les petites graines qu'on sème, eh bien, elles germent, et que, au fond, il y a aujourd'hui des jeunes, et pas seulement Greta Thunberg, mais un certain nombre de jeunes qui soit sont capables de s'engager, soit sont déjà dans une forme de dégagement, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas le doigt dans l'engrenage, ils sont dans un retrait, ils sont déjà dans une forme de décroissance, de vigilance, etc. J'en vois un certain nombre. Et donc, je suis confiant dans ces nouvelles générations. Merci. On va peut-être arrêter là, sauf s'il y a vraiment une dernière petite question. Oui ? Alors, une dernière petite question. Merci. À un moment, vous avez parlé de spiritualité et de grand vide, et ça m'a fait penser à la méditation. Oui. Donc, et je me disais, pourquoi pas mettre en place des séances de méditation à l'école dans ce cas-là ? Ça pourrait être une solution. Oui, alors c'est une possibilité. Simplement, la limite de ça, comme pour toute chose, c'est d'encapsuler quelque chose. C'est-à-dire, bon, ben voilà, là, on va faire de la méditation. Et bon, j'ai suivi moi-même une formation de méditation en pleine conscience et on discutait pas mal. Et il y avait un chef d'entreprise et j'ai discuté avec lui de savoir quelle était sa finalité à lui. Alors tiens, ça me fait penser que j'ai dirigé un ouvrage qui n'est pas là, mais qui s'appelle « Vers une spiritualité renouvelée, être et devenir ». Et dans l'introduction, je traite de ça, c'est-à-dire, au fond, je l'ai écrit comme tel, hein, donc je vais encore dire des choses qui pourraient me valoir des reproches, mais le bourreau peut faire une séance de méditation avant de passer à l'acte. C'est ça le problème, c'est-à-dire se pose toujours le problème de la finalité dans laquelle on s'inscrit, du cadre dans lequel on s'inscrit, et de ce qu'on fait pour qu'ait lieu une transformation fondamentale. Aujourd'hui, tout est récupérable. C'est ce que montre notamment Eva Illouz, hein, mais tout est récupérable. Le capitalisme récupère tout. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va payer très cher un séjour de jeûne. Bon. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire ? Parfois, on reprend sa vie comme à l'identique. Donc, ça sert à quoi ? Donc, toujours se préoccuper de... comment on pourrait dire ? De la manière dont ce qu'on fait, et c'est bien d'avoir des initiatives de jeûne, de méditation, de marche, de silence, etc. Mais comment ces initiatives vont polliniser l'ensemble de l'existence. C'est-à-dire, très bien de proposer dans l'entreprise des séances de méditation, mais ça va changer quelque chose au prochain licenciement massif, etc. Voilà, et à un moment donné, il faut s'interroger sur la globalité des valeurs qu'on met en œuvre. Voilà, merci beaucoup Renaud Etier. Merci pour votre attention et vos questions. Il va y avoir une séance de dédicace juste après, en fait, à la sortie de la salle, là où vous trouverez les tables avec les livres, si vous souhaitez.